Bonsoir et bienvenue dans l'invité de la semaine, votre émission hebdomadaire réalisée pour vous. Et donc, nous recevons ce soir Dr Boubacar Niaré, qui est le secrétaire général adjoint du syndicat des médecins du Mali, SIMEMA. Et il est également donc membre de la plateforme de facto des syndicats de la santé, Plasma. Merci beaucoup, docteur, d'avoir accepté notre invitation. Merci bien. Alors, vous prévoyez d'aller, vous envisagez d'aller en grève de 72 heures, 3 jours d'abord, ensuite 5 jours, et même vous êtes prêt à aller jusqu'à une grève illimitée. Tout à fait. Pourquoi vous voulez aller en grève? Alors, merci beaucoup de cette question. Et pratiquement, nos téléspectateurs se posent la même question, nos auditeurs se posent la même question. Eh bien, en disant que la santé veut débrayer, en fait. Eh bien, pourquoi? Alors, la réponse, elle est toute simple. Il y a un adage qui le dit en bambara. Je ne sais pas si je pourrais le transformer en français, parce qu'on dit qu'au bas de Kinike. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En 2020, la plateforme des syndicats de la santé a déposé un préavis de grève qui a abouti à un PV de conciliation, précisément le 24 novembre 2020. Et il y avait un délai de 6 mois qui était donné aux deux parties de pouvoir exécuter l'ensemble des 5 points de ce PV de conciliation. Et déjà à 2 mois, il y avait un test qui devrait se faire, c'est-à-dire l'un des points devrait être épuisé à 2 mois déjà. Alors, nous avons attendu encore. Quels sont ces points de blocage, justement, rapidement, les 5 points de blocage? Effectivement, avant de venir aux 5 points de blocage, on a attendu jusqu'à 6 mois. Les 5 points, aucun point n'a été épuisé. Et aujourd'hui, nous sommes à plus d'une année. Donc, voici les vraies raisons qui font que aujourd'hui, les responsables ont vraiment voulu jouer de leur partition pour vraiment demander à l'État d'honorer ses engagements. Alors, ces 5 points, c'est quoi? Le premier point, c'est ce que nous appelons la relecture du statut des agents de santé au Mali. Alors, si vous vous rappelez bien, en 2018... Il y a déjà un statut, mais il faut réviser, quoi. Il y avait un statut. Il y avait un statut particulier, tout à fait. Qui existe encore ou qui n'existe plus? Qui n'existait pas, qui existait plutôt. Ok, mais qui n'existe plus? Oui. Ou qui existe toujours? Qui existait depuis 1999 okay. Pour le secteur de la santé. Okay. Mais le problème, c'est que ce statut qu'on appelle particulier pour les agents de santé était une coquille vide. Parce qu'il n'y a aucun avantage dedans. Aucun avantage. Ça veut dire quoi, aucun avantage? Alors, aucun avantage, ça veut dire tout simplement qu'on a dit... Il n'y avait pas de prime, il n'y avait rien. Il n'y a pas de prime, il n'y a pas de grille. Hein? Il n'y avait pas de prime, il n'y a pas de grille. Tout simplement, au fait, c'était de la poudre aux yeux, si je peux dire. Parce qu'on a fait un document, dire que voilà, les agents de santé, statut particulier, mais tout le reste, tous les autres avantages qu'on peut avoir dans un statut n'étaient pas dedans. Il n'y avait pas de grille à part, il n'y avait pas d'autres particularités, il n'y avait pas de primes. Donc, on a dit tout simplement qu'il faut aller vers un statut digne du nom pour le personnel de santé aujourd'hui, qui fait une fonction particulière. Notamment si on prend les gardes, par exemple, pour le personnel de santé. Eh bien, la fonction publique, c'est bien connu. C'est de 7h à 16h et 5 jours dans la semaine. Eh bien, pourtant, le personnel de santé fait des gardes. Il n'y a pas de limite. La nuit, le week-end, les gens font des gardes. Okay, très bien. C'est unanime. Au-delà du statut particulier, voilà. C'est quoi le second point? Donc, ce premier point qui est le statut particulier, ça c'est un point que nous avons réclamé. L'État qui nous tient à cœur. L'État a donné son accord pour sa relecture et on a fait un document qui aujourd'hui a beaucoup avancé. D'ailleurs, ce document a fait l'objet de... L'État s'est engagé à vous donner quoi? Ce statut, à relire ce document. Ok, mais l'État ne s'est pas engagé à vous donner quoi que ce soit d'abord? Oui, au fait, il s'est engagé et le processus, il ne reste que 2 étapes. Okay. L'étape du CNT et l'étape de la promulgation par le président de la République.
Donc, nous suivons très près ce Le dossier. CNT, c'est le Conseil national de transition. De transition. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point. Le second point, ça, c'est ce que nous appelons les fonds ASACO. Les fonds ASACO, c'est quoi? C'est que les associations de santé communautaire. Oui, oui. En fait, aujourd'hui, ces ASACO, c'est géré par la communauté. Mais il y a du personnel qualifié à leur niveau. Souvent, ils n'arrivent pas à bien payer ce personnel. Notamment, il y a des personnels qui ont des honoraires des mois, des salaires. Impayés. Impayés. Ils ne sont pas inscrits à l'INPS, ni rien. Donc, la solution qu'on a trouvée, c'est de les mettre au niveau de la fonction publique des collectivités. Et l'État avait aussi donné son accord depuis 2017, mais c'est cette année, cette fois-ci, que réellement le dossier a bougé. En 2020. En 2020, parce qu'après le PV de 2020... Le PV dit quoi concernant les fonds ASACO? Le PV dit qu'il faut faire une liste de personnel qualifié. Le personnel qualifié, c'est tous ceux qui ont des diplômes, en fait. Okay. Voilà, diplômes de médecine? Pas seulement de médecine, même sage-femme, infirmier. Il faut être diplômé pour pouvoir bénéficier. La précision est importante. Voilà, tout à fait. Donc, pour pouvoir bénéficier de cette intégration au niveau des collectivités. Donc, ça, c'est ce second point-là. Okay. Le troisième? Le troisième point, ça, c'est ce que nous appelons la lutte contre une grande injustice entre le personnel de santé, qui est la création d'une passerelle entre la fonction publique des collectivités et l'enseignement supérieur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Au fait, moi, par exemple, je suis médecin. Mon collègue avec qui j'ai fait la faculté de médecine, qui sort aujourd'hui, mais moi, j'ai eu la chance d'être intégré au niveau de la fonction publique des collectivités. Mais lui, il est fonctionnaire de l'État. Il a la possibilité de faire carrière dans l'université. Mais moi qui suis des collectivités, je n'ai pas cette possibilité. Donc, faire carrière au niveau de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire enseigner les futurs médecins, etc. Moi qui suis des collectivités, pourtant, je suis fils de ce Mali, c'est parce que seulement... Vous avez reçu des compétences? J'ai reçu des compétences, voilà. Même si j'ai toutes ces compétences de pouvoir faire carrière dans l'enseignement supérieur, je n'ai pas la possibilité, tout simplement parce que je suis de la collectivité. Nous avons dit en tant que syndicat, on a dit non, ce n'est pas possible. Il faut qu'on puisse traiter les mêmes enfants du même pays au pied égal et donner la possibilité au personnel des collectivités de pouvoir faire carrière dans l'enseignement supérieur. Même si c'est par concours, quoi. Le problème, c'est qu'on ne reçoit même pas leur dossier au niveau des concours. Vous voyez? Donc ça, c'est le second point. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième maintenant. Le quatrième point, ça, c'est ce que nous appelons l'intégration de certains contractuels au niveau, qui sont au niveau des hôpitaux, à la fonction publique de l'État. Et là aussi, c'était depuis la grève des 38 jours, où l'État avait donné son accord pour intégrer 100 et quelques personnels qui se trouvent dans les hôpitaux, dans la fonction publique de l'État. Ils sont une centaine seulement ou il y a plus? Tout simplement. Ah, c'est pas plus de 100? C'est pas beaucoup. Un peu plus de 100, bien sûr. Voilà. Donc, mais pas 200, quoi. Ça va pas 200. Et qu'est-ce qui s'est passé? La moitié a été intégrée, mais jusqu'à présent, depuis 2020 jusqu'à maintenant, la moitié n'a pas été intégrée. Sur toute l'étendue du territoire? Sur toute l'étendue du territoire. Donc ça, c'est le quatrième point. Qu'est-ce qui a avancé comme argument avant d'avancer? Qu'est-ce qui a avancé comme argument? Au fait, par le gouvernement? L'argument qui a été avancé, c'est que pour eux, il y a une différence de 2 à 3 personnes entre ce que le syndicat défend et ce qu'ils ont comme liste. Vous voyez? Donc ça, c'est en réalité le gros blocage pour l'instant. Maintenant qu'à enlever les 2 ou 3 personnes. Tout à fait. Tout à fait. Mais quel qu'en soit, le vrai blocage, on ne saurait le dire parce que le dossier ne bouge pas. Le dossier ne bouge pas. Et d'autant que la moitié a été intégrée, nous attendons que, voilà, en effet... Le dernier point, alors le dernier point, c'est un point quand même qui fait assez mal. Parce que c'est le point qui ne demande absolument rien à l'État aujourd'hui. C'est juste la proclamation des 2 concours qui ont été organisés par les administrateurs de la fonction de l'enseignement supérieur, mais jusqu'à présent, on n'arrive pas à avoir les résultats. Je dis bien 2 concours successifs.
un premier concours qui a été fait, les résultats ne sont pas apparus. Une année, on fait un autre concours, les résultats ne sont pas apparus. Et le motif qu'on dit aujourd'hui... C'est quel concours précisément? Le concours d'hierarchisation des agents de santé à ce qu'on appelle aux fonctions de l'enseignement supérieur. Okay. Alors, ce qu'ils avancent, c'est que, que ces concours n'ont pas respecté les conditions, alors que dans le lancement, c'est-à-dire ils disent qu'il faut pas être fonctionnaire pour prétendre concourir à ces postes-là. Alors que, ce qui est paradoxal, dans les deux concours, on exigeait à ceux qui il faut fournir les dossiers d'être fonctionnaire titularisé. Donc, c'est paradoxal. Nous, on dit, on ne peut pas faire les règles après. Les règles avant, il faut les respecter, même après un concours. Donc, si on fait les règles avant de lancer le concours, il faut respecter ces règles pour faire apparaître les résultats. Ok. Alors, ça sont les 5 points de blocage. Ce sont les 5 points de blocage. On va poursuivre. Hein. 3 jours, ensuite 5 jours, ensuite une grève illimitée. Est-ce que c'est pas trop? Alors, je dirais que c'est pas trop. Parce que aujourd'hui, il faut... C'est quand même la santé. Avoir tous les armes de son côté. Hein? Voilà, parce que vous savez bien que pour déposer un préavis, il faut 15 jours. Donc, c'est pas le souci. Vraiment, pour diminuer effectivement la souffrance de la population, que nous avons dit, mettons tout de notre côté pour que la population nous comprenne et nous aide afin que nous puissions en finir une bonne fois. Tu te dis à quelqu'un, demain, si tu pars à l'hôpital, il y a pas mal de choses que tu ne vas pas avoir, les conditions ne sont pas réunies pour t'accueillir. C'est compliqué de faire comprendre, quelles que soient les raisons, parce que la santé, elle est quand même une question de vie et de mort. Tout à fait, une question universelle. Alors, ça va nous amener à poser la question, qui va prendre la responsabilité? Vous croyez que c'est un manque de volonté politique? Tout à fait. Il faut le dire. Pas confiance aux autorités. Bon, alors, ne pas avoir confiance, ça serait peut-être parler un peu plus tôt, mais je laisse quand même les téléspectateurs juger, et vous-même, parce qu'une année où on a signé un accord, et maintenant le jugement, c'est vite fait. Et l'autre côté, c'est que c'est 2 ministres qui avaient apposer leur signature sur ce PV-là. Donc, c'est qui, c'est le ministre? À l'époque, il y avait le ministre de la Santé et il y avait le ministre de la Fonction publique. Hein, à l'époque. En 2018 en 2020. 2020. En 2020. Donc, ils avaient apposé leur signature sur ces trucs-là. Et vraiment, nous sommes quand même étonnés que jusqu'à présent, absolument, même aucun point sur ces 5 points-là n'a pu être vidé. Alors, première conséquence de cette grève-là, c'est d'abord la suspension des activités de transmission, je vous cite, de transmission des données. C'est la suspension du remplissage du DAHIS2. Oui, les supports. Je suis maintenant un peu imprégné là, c'est en anglais. Oui. Mais aussi la surveillance épidémiologique. Tout à fait. Donc ça, c'est quand même c'est lourd. Hein? Est-ce qu'il ne faut pas peut-être juste s'en tenir aux activités, à la suspension des activités de transmission, par exemple? Nous rappelons tout simplement qu'au Mali, il y a effectivement des textes en rapport, ce qu'on appelle le service minimum. Et d'ailleurs, nous allons faire notre mieux parce que nous n'allons pas arrêter la prise en charge des urgences. Alors que le service minimum, qu'est-ce que ça dit? C'est seulement le minimum, c'est-à-dire l'administration. Vous voyez? Alors que chez nous, si on garde seulement l'administration, ça ne suffira pas. Donc, nous allons demander à nos militants de prendre en charge les urgences. Ça veut dire que nous allons aller au-delà de ce que l'État même a dit comme service minimum. Ok. Ça veut dire quoi le remplissage du DH? Oui, bon, le DH... Est-ce que ça a un grand impact? Tout à fait, tout à fait. Ça veut dire que même s'il y a eu des activités avant la grève, les données ne seront pas remontées à l'État pour vraiment prendre des décisions. Notamment, par exemple, il y a les données de Covid, par exemple. Même si Covid ne fait pas partie réellement de données, c'est un document, un dossier particulier. Une base de données particulière, tout à fait. Mais le DHH2,
C'est par exemple le nombre d'enfants vaccinés, le nombre de consultations. Tout ceci sont remontés régulièrement à l'État pour pouvoir prendre des décisions au temps voulu. Donc, nous allons empêcher cela qui constitue vraiment notre droit de cessation de travail. Alors, bonne nouvelle pour la santé. Les Assises nationales de la refondation, dans leurs recommandations, il a été question de la mise en place d'un Conseil supérieur de la santé, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Vous êtes heureux, vous êtes content? On est content, mais puisque on dit assises, c'est des propositions. Nous, on le prend en ce sens. Ce sont des recommandations, ce sont des propositions. Alors, vous voulez vraiment voir... nous voudrions voir des actes. Okay. Nous voudrions voir des actes, et même ce statut qu'on parle, c'est dedans. C'est dans les assises. Aussi. Mais qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui? Que l'État s'assume. C'est tout ce que nous demandons. Le Conseil supérieur, ça représente quoi pour vous? Alors, une très bonne question. Le Conseil supérieur de la santé, ça serait vraiment une structure qui va trancher des grandes questions de la santé. Est-ce que vous voyez? Les grandes questions de la santé... Et ça n'existe pas au Mali? Ça n'existe pas pour l'instant. Oui, il y a un conseil supérieur dans plein de domaines, même je pense dans le domaine de la magistrature, dans le domaine du journalisme. Je pense que, voilà, voilà. Mais on a dit qu'il faut aussi pour la santé, afin de pouvoir gérer, de pouvoir prendre en compte les grandes questions au niveau... Il n'y a pas le ministère de la Santé, c'est pas suffisant. Alors, il y a quelle différence? Effectivement, pour aider le ministère de la Santé à gérer certains problèmes. Alors, ce que nous voudrions pour ce Conseil supérieur, c'est qu'il faut les représentants de différents bords. Pour l'instant, il n'y a aucune organisation où qui regroupe les acteurs de la santé. Les acteurs de la santé. Par exemple, si on prend les associations de santé, il est important de les insérer dans ce Conseil supérieur. Si on prend les syndicats de la santé, il est important de les mettre dans ça. Si on prend les ordres professionnels, il est important que tout ceci soit dans un canevas et qu'ils parlent le même langage. Par exemple, la question de Covid aujourd'hui. C'est géré effectivement comme une question de santé, une question de santé publique et même une question de survie de la nation, parce que c'est géré par le conseil du président de la République. Mais l'avis aussi d'un conseil supérieur de la santé pourrait beaucoup aider, même dans la sensibilisation. La pandémie n'est pas bien gérée pour vous? C'est notre débat. Nous aimerions d'ailleurs être invités, si vous le voulez bien, pour en parler. Parce qu'aujourd'hui, la gestion de Covid... Vous avez 3 minutes pour le faire. Hein. Je ne pense pas que 3 minutes pourraient nous suffire. On va en parler une autre fois. On va en parler une autre fois. La gestion de Covid aujourd'hui au Mali, nous avons beaucoup à dire en réalité. Les syndicats ont beaucoup à dire. OK? Voilà. Donc, globalement, vous tenez à quoi concrètement à dire tout de suite là? Par rapport à Covid? Oui. Alors, par rapport à Covid, ce que nous tenons... Vous déplorez ce que nous déplorons, c'est les centres de prise en charge. Tenez-vous bien que jusqu'actuellement, il n'y a qu'une seule structure de centre de prise en charge. Quand je dis prise en charge, d'hospitalisation. Auparavant, il y avait l'hôpital de Pongé, il y avait l'hôpital dermatologique, mais pratiquement, il y a des soucis à ce niveau. C'est pratiquement l'hôpital du Mali où voilà, les gens sont hospitalisés. Et les jours où ils seront débordés par les hospitalisations, surtout avec le nouveau variant Omicron, donc ça va être un grand souci pour le Mali. L'hôpital Pongé ne peut pas prendre... Actuellement, l'hôpital du Pongé, les hospitalisations sont arrêtées. Gabriel Touré n'a pratiquement jamais été un centre privilégié pour les hospitalisations, parce que c'est au beau milieu du centre-ville et c'est un service aussi d'urgence. C'est lui qui reçoit pratiquement la majeure partie des cas d'AVC et autres là. Donc, à un moment donné, on avait commencé, mais on a vu que ce n'était pas une très bonne idée de garder ce... Mais il se dit aussi dans la rue que les médecins en ont bien profité sur le plan financier, ils ont bien bénéficié. C'est pourquoi la c'est beaucoup d'argent. Oui, c'est pourquoi je dis, nous aimerions bien être là pour en parler,
parce que ce partage d'argent qui a suscité... Ça se dit, hein, oui, des rumeurs. c'est pas le cas, en réalité. Si on compare avec la sous-région, eh ben, le personnel sanitaire malien est perdant. Ok. Est perdant. Alors, très bien, on va avancer sur les questions beaucoup plus peut-être simples pour vous. Le syndicat, vous faites quoi pour dire attention aux fonctionnaires de l'État, en tout cas les médecins qui sont dans le public, attention, prenez soin des patients qui viennent dans les services publics, évitez de penser, de vous soucier qu'à l'argent pour aller dans le privé. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Peut-être que c'est une question sensible pour vous, mais il faut le poser, quoi. Tout à fait. Eh bien, c'est la question pour laquelle nous voudrions qu'on donne un statut au personnel de santé. On revient encore Parce à que, ça. oui, c'est pour cela. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, hein, le personnel, par exemple, si on prend le médecin dans la sous-région, le médecin malien est le mal payé. Burkina, Côte d'Ivoire, le Sénégal, le médecin malien, il ne les atteint même pas à la moitié de leur salaire. Mais à combien la moyenne aujourd'hui? Alors, Salarial. au Mali, en moyenne, on est, pour un médecin généraliste, on est en moyenne dans les 200 000 francs. Imaginez un jeune médecin qui sort, qui se marie, qui a 200 000 francs, quand vous le partagez avec le quotidien de la vie qu'un médecin doit avoir, ça ne peut pas lui suffire. Au Burkina, on est à combien, par exemple? Au Burkina, on est dans les 300 à 400 000 francs pour au un Sénégal? médecin généraliste. Mais au Sénégal? Au Sénégal, à peu près pareil. Pareil. Et pour À les peu près médecins pareil. spécialistes maintenant? Pour les médecins spécialistes, c'est pratiquement les mêmes galères. Hein. Ah, ok. C'est pratiquement les mêmes galères quand on le compare à la sous-région. Et l'autre chose, c'est que la couverture sanitaire par rapport au personnel de santé, il faut en parler. Alors, le Mali aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé dit 23 professionnels de santé pour 100 000 habitants. Alors que le Mali n'a que 5 professionnels pour le même nombre d'habitants. Ça veut dire qu'on n'a même pas le quart, on n'a même pas atteint le quart que l'OMS demande. Et pourtant, imaginez que la fonction publique qu'on vient de lancer tout de suite, vous savez combien on a attribué aux années santé sur nos médecins? C'est très peu. C'est insignifiant par rapport à la couverture sanitaire. C'est 18, non, 18 médecins ou c'est combien? Tout à fait. C'est bien 18? Voilà. Donc, c'est un nombre insuffisant. C'est un nombre extrêmement insuffisant. Au moment où on a fait combien d'années? Il y a un millier sans de recrutement? candidats, certainement. Tout à fait, il y a des milliers de candidats. Au moment où on a fait quelques années sans recruter, eh bien, si c'est... Quelques années, ça veut dire quoi? Ça veut dire mais ça fait 2 à 3 ans qu'on n'a pas recruté avec la fonction publique. Vous voyez? C'est d'ailleurs pourquoi ils ont augmenté un peu l'âge minimum pour pouvoir intégrer cette année. On est à combien cette année? Vous ne vous rappelez plus? Pour l'âge minimum pour les fonctionnaires, je ne me rappelle plus, mais il y a eu un petit regain. Je pense que le ministre est sorti à la télé pour en parler. Et les raisons, je pense qu'elle en a profité pour les partager avec la population. Et c'est quoi votre... comment on va dire, vous interpellez quand même le gouvernement par rapport à ça, par rapport au nombre, vous voulez combien par exemple? Alors, le nombre que nous voudrions... Dans notre domaine, c'est 3. Hein? Oui, le nombre que nous voudrions, c'est pas ça le plus important, mais la manière même de les recruter. C'est quoi la manière? Vous savez que pour les doctorants, dans la sous-région, pour les doctorants, il n'y a pas de concours. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Niger, le Burkina, le Sénégal. Pour recruter les médecins, il n'y a pas de concours. Pour recruter les pharmaciens qui sont des doctorants, il n'y a pas de concours. Surtout pour avoir fait 7 ans, 8 ans. Tout à fait. Franchement. Donc, c'est ce que nous demandons à l'État. Et c'est ce qui est dans ce statut que nous demandons aussi. Oui, parce que même s'ils ne sont pas intégrés de la fonction publique, si, par exemple, la doléance concernant les collectivités territoriales, leur intégration, ça va permettre effectivement... de cerner tous ces problèmes-là. Donc, tout ce que nous voudrions, c'est que l'État s'assume et qu'il arrive à atteindre cette couverture en termes d'argent de santé demandée par l'OMS. Alors, concrètement, on va revenir sur 2 choses. Qu'est-ce que vous, en tant que syndicat, vous avez fait comme lutte par rapport d'abord aux fonctionnaires qui travaillent beaucoup plus dans le privé que dans le public et
concernant le salaire des médecins. Votre combat, vous en êtes où? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez fait des actions concrètes dans ce sens-là? Très bien. Alors, par rapport au travail des fonctionnaires publics qui évoluent dans le privé, nous disons tout simplement que c'est un problème toujours qui revient à l'État de s'assumer. Mais pas la personne même qui décide de quitter son bureau au niveau de, par exemple, du poignet pour aller dans une clinique. Mais vous pensez que c'est l'État qui est le problème? Pourquoi pas ce médecin-là? Oui, en fait, il faut sensibiliser en la matière. Ça, c'est vrai. Il faut sensibiliser. Mais le souci, c'est qu'aujourd'hui, pour sensibiliser quelqu'un qui a un salaire insuffisant, pour l'interdire ou bien le dire de ne pas faire ça, alors que toi, tu es censé le défendre, c'est difficile tant que tu n'as pas augmenté d'abord son petit niveau de vie. Donc, c'est pourquoi, une fois que nous arrivons vraiment à donner un salaire suffisant aujourd'hui aux personnels de santé, vous allez comprendre un peu quel va être le vrai rôle des syndicats par rapport vraiment au respect des textes. Ok, ça c'est pas faux, mais aussi... Pour l'instant, nous avons quand même commencé à en parler dans beaucoup de forats, qu'il faut que le public laisse le privé au privé et que le public continue à faire son public. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des textes qui avaient commencé à germer pour qu'on puisse faire même le privé dans le public. C'est-à-dire en dehors des heures de travail, quelqu'un qu'on a l'habitude de voir dans le privé, il peut donner rendez-vous à ses malades dans la structure publique et avoir des honoraires qu'il va partager avec l'État, avec ses collègues qui sont dans ce même milieu. Parce que vous savez aussi qu'il y a certains spécialistes qui ne sont que dans le public. Donc, pour que la population puisse bénéficier de leurs prestations, donc pour que nous puissions accepter qu'on fasse même le public dans le privé dans le public, hors des aides de public service. Dans le privé aussi. Oui. Est-ce qu'il y a une régulation, une autorité de régulation au niveau de la santé pour peut-être que des contrôleurs qui peuvent venir de façon impromptue? Oui, normalement, il y a l'inspection de la santé, il y a les ordres aussi. Il fait bien son travail? Les ordres font bien leur travail? Oui. Bon, pas sur ce domaine-là, d'interdire vraiment aux gens... Pas d'interdire, mais de faire respecter les horaires de travail. Oui, oui, tout à fait. Voilà, l'inspection de la santé, les ordres aussi, je pense qu'ils ont commencé effectivement à leur niveau d'en parler. Pas assez, quoi. Pas assez, je ne peux pas le dire, mais ils ont commencé à en parler en disant... il faut vraiment que le personnel public puisse respecter les règles en la matière qui constituent vraiment de ne pas aller travailler dans ces structures-là, notamment, il faut le dire, dans les heures de travail. C'est ce qu'on voit le plus souvent. Nous sommes effectivement conscients de cela. Souvent, il y a effectivement certains personnels-là qui sont du public, qui sont payés par l'État, mais qui vont pendant les heures de travail dans les structures privées. Et c'est vraiment dommage. Et c'est la faute à qui? Alors, la faute... à la fois au manque de moyens, ça on a compris, mais aussi aux structures de contrôle. Aux structures de contrôle, tout à fait. Aujourd'hui, si on arrivait à faire un contrôle régulier au niveau de ces structures privées et de voir qui est fonctionnaire et qui ne l'est pas, je pense que la responsabilité allait être facilement située et on pouvait prendre des sanctions. Prochainement, le syndicat promet de s'engager un peu aussi dans ce sens pour que la santé puisse véritablement fonctionner, pour que les patients puissent être dans leurs droits. Ah oui. Je l'espère. Ah oui, ça, c'est même pas espéré. Ouais, franchement, c'est notre combat. Une fois que, aujourd'hui, nous avons un salaire digne de personnel de santé, évidemment que nous allons vraiment tout faire pour que les règles soient respectées et que la population puisse s'offrir la santé vraiment aux frais le moindre, le plus. Un dernier aspect, une dernière question, c'est par rapport aux affectations. Vous voyez, vous en tant que médecin, muté ou affecté à Bougouni, souvent vous êtes oublié à Bougouni. Pendant des années, vous êtes là-bas, pendant que d'autres sont affectés, sont mutés, vous êtes là. Tout à fait. Est-ce que le syndicat... Le syndicat compte relire aussi
c'est un document qu'ils appellent plan de carrière, qui existe depuis 1999, qui n'est pas un document aussi digne, franchement. Donc, qu'est-ce qui n'est pas digne là-dedans? Oui, pour vous dire qu'il y a déjà un plan de carrière au niveau du secteur de la santé. Ce plan de carrière ne décrit pas totalement toutes ces choses-là. Alors, à un moment donné de la vie de la nation, il y avait des années à faire à l'intérieur ou dans certaines zones difficiles. Mais ce n'est pas le cas, depuis quelques années. Et nous avons commencé à nous impliquer à cela, parce que cette année, il y a eu ça faisait quelques années qu'il n'y avait pas la Commission nationale de mutation. Mais cette année, ça s'est tenu. Ça s'est tenu et ça doit se tenir avant l'année scolaire pour que les enfants puissent être recrutés dans leur nouvelle mutation, dans la nouvelle mutation de leurs parents. Donc, pour vous dire que, effectivement, ce que vous avez dit, c'est une réalité. Si le plan de carrière est défini, ça va permettre au personnel, une fois muté à des endroits, de pouvoir quitter quand vous le voulez. Et aujourd'hui, les documents en la matière, c'est 5 ans à Bamako. Si quelqu'un est dans une zone au Bamako ou bien une zone environ de Bamako, si tu veux quitter, il faut 5 ans. Et si c'est dans une zone difficile, c'est 3 ans. Au-delà de 3 ans, la commission donne son OK pour que tu puisses être muté. Mais c'est le fait que la commission ne se réunissait pas il y a longtemps. Donc, et maintenant, vous avez parlé de relecture de ce document-là, sera sur la table des autorités quand? En tout cas, des syndicats d'abord. Nous espérons en finir avec le statut, avec ce premier PV. Une fois qu'on en finisse, nous comptons effectivement élaborer un plan de carrière digne de l'époque que nous avons. Est-ce qu'il est arrivé qu'un enseignant fasse 10 ans dans une zone difficile? Un médecin ou un enseignant? Non, un médecin surtout, par exemple. Oui. On sait que, par exemple, Bandiagara est compliqué et difficile. Tout à fait. Est-ce qu'il arrive que... Oui. Pour vous parler de la petite histoire, c'est qu'il y a un collègue qui m'a parlé de son cas. Il évolue à Gao depuis 6 ans. Il a demandé une mutation cette année. Et bien, son administration a dit non, qu'il faut qu'il cherche son remplaçant. Vous voyez? Lui-même. Qu'il faut que lui-même, à condition qu'il ait un remplaçant. Donc, alors qu'il a fait 6 ans. Donc, c'est pour vous dire effectivement que les médecins peuvent aller même au-delà. Pas seulement les médecins, le personnel de santé peut même aller au-delà de 10 ans tant que vraiment il n'y a pas un remplaçant. Et c'est ce que nous déplorons parce que la personne qui est en train de payer ce frais-là dans ces zones difficiles, il ne s'est pas fait amener là-bas, c'est l'administration qui l'a amené. Donc, si il fait un temps, c'est son plein droit de pouvoir quitter s'il veut quitter. Donc, très bientôt, nous comptons quand même nous atteler vraiment à cela pour que le personnel sanitaire puisse bénéficier vraiment de là où il veut travailler. Voilà, merci beaucoup, donc, Dr Boubacar Niaré, sauf si vous avez un c'est nous qui vous remercions voilà. Pour tout ce que vous faites pour vraiment la communication, pour l'information de la population. Et ça aide vraiment à ce que la population, le Malien lambda puisse être au courant vraiment des problèmes qui existent dans le secteur de la santé. Soit sensibilisé dans ce sens-là. Tout à fait. Merci beaucoup, Dr Boubacar Niaré. Je rappelle qu'il est le secrétaire général adjoint du syndicat des médecins du Mali CMMA. Il est donc de facto membre de la plateforme des syndicats de la santé Plasma qui prévoit d'aller en grève très bientôt, soit en tout cas à partir du 17 janvier 2022 pour 3 jours, ensuite à partir du 31 janvier 2022 pour 5 jours. Et si les doléances ne sont pas satisfaites, le Plasma, la plateforme des syndicats de la santé, compte aller en grève illimitée, ce que nous ne souhaitons pas. Merci beaucoup d'avoir suivi cet entretien avec Dr Boubacar Niaré et à très bientôt sur Alafia TV.